à Comme un livre ouvert, le balado qui invite 25 des plus belles plumes du Québec à se révéler d'un couvert à l'autre. Je m'appelle Samuel Larochelle. Dans la vie, je suis un écrivain, un journaliste, un biographe et l'animateur de ce balado qui en est rendu à son 5e épisode. Et pour l'occasion, j'ai invité Elkana Talbi. Bonjour! Bonjour Samuel. Moi, je me dis, si on veut essayer de te présenter, la liste est très, très longue. Je vais nommer ce que tu fais. Alors, tu écris de la poésie, tu fais du spoken word, tu fais de la mise en scène, du jeu, et il paraît que tu chantes très bien, même si tu ne l'assumes pas. Si, admettons, tu rencontres quelqu'un, que ce soit dans le milieu professionnel ou ailleurs, pour la première fois, et que la fameuse question surgit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment tu réponds à ça? Oh mon Dieu, c'est tellement compliqué. Ça dépend dans quel contexte je la rencontre. Des fois, j'essaie de garder ça court si j'ai pas besoin de m'étaler. Mais sinon, je vais dire que j'écris puis je suis comédienne. Donc, je trouve que ça englobe bien tout. Toutes les possibilités. Voilà, donc j'écris, je joue et des fois je performe, je joue ce que j'écris. Ça pourrait être ça. Puis là-dedans, est-ce qu'il y a comme une discipline qui fait partie davantage de ton identité générale ou ça dépend du moment de l'année ou même du moment de la journée? Je pense que ça dépend vraiment du moment. Puis j'ai une tendance dans la vie à compartimenter. Puis je pense que ça me fait du bien de peut-être être dans une période où j'écris. Ouais. Puis après ça, dans une période où je joue. Puis après ça, dans une période où ce que j'écris, je le joue. Ça me fait du bien de séparer ces choses-là. Et j'ai besoin de les avoir. Donc, si comme là, je suis dans une période où je joue beaucoup, juste avant, j'ai écrit, j'ai publié mon 2e recueil. Fait que là, il y a un truc où ça fait du bien de mettre l'écriture de côté un peu puis de juste me retrouver comme interprète. Ouais. Où là, ça vient chercher autre chose dans mon esprit. Puis je pense vraiment que c'est des vases communicants, que ça se nourrit. Puis moi, on me pose souvent la question, si tu avais à choisir entre écrivain, journaliste, qu'est-ce que tu prendrais? Puis je suis comme, mais j'ai votre question. Oui, non, c'est ça, j'aime pas ça. Moi, cette question-là de nous demander de choisir, je pense que je pense qu'on est moins là-dedans. On est dans un univers, en tout cas, on est dans une époque où la fluidité est de plus en plus acceptée. Dans tous les sens du c'est terme. ça. Donc, oui. je pense que ça s'inscrit aussi dans ce qu'on décide de faire dans notre vie de tous les jours. Fait que Ouais. cette fluidité-là, elle est plus acceptée. Alors qu'avant, je sentais vraiment que les gens, ça les agaçait que je choisisse pas. C'était comme si j'assumais pas un ou l'autre. Est-ce que ça crée de la confusion puis ils ont besoin de compartimenter, de comprendre de façon très définie? Oui, je pense que ça créait de la confusion. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'était comme, bon, c'est pas vraiment une écrivaine ou c'est pas vraiment une comédienne parce que, tu sais, elle s'implique pas dans un complètement. Ouais. Alors que pour moi, cette question-là se pose pas. Est-ce que tu serais d'accord pour dire qu'on a des énergies tellement fortes qu'on est capable de s'investir vraiment à fond dans les deux, dans les trois? Oui, oui. Je pense que souvent, je compare ça à peut-être, tu sais, au niveau... Je fais souvent ça avec la poésie puis tout ce qui est sport et tout ça, là. Donc, je pense que tu sais, il y a des gens qui font des marathons, Ouais. puis il y a des gens qui font le 100 mètres, mais Ouais. jamais on va dire à quelqu'un qui fait un marathon qui est moins bon que quelqu'un qui fait un 100 mètres. Donc, la distance, elle n'est pas la même, mais l'effort, il est aussi important. Fait que moi, si je cours le 100 puis le 400 relais, j'ai décidé que c'est ça, mais quelqu'un qui écrit et que c'est que l'écriture qui est le centre de sa vie, c'est un marathon, puis il est aussi légitime, mais je suis pas moins impliquée dans mon écriture parce que j'ai décidé de prendre un chemin différent. Je viens de trouver une expression à cause de tes métaphores sportives. On est des décathloniens de l'art. Voilà! Voilà! Je pense que je vais essayer de revendiquer ça jusqu'à la fin des C'est temps. bon, c'est bon. Ouais. J'ai une question vraiment niaiseuse qui vient de popper dans ma tête, puis c'est en lien avec notre métier, puis le volet relationnel. J'entre pas dans une portion people et potin du tout. Je pense que tu es en couple depuis quelques années avec la même personne, mais moi, quand je rencontre quelqu'un dans le monde du dating, j'ai vite compris que si je nomme toutes mes professions, ça fait peur. Puis même si je dis ça super calmement, puis je suis pas du tout dans la prétention, c'est comme si je viens d'installer une montagne, puis les gars se disent « je suis pas à la hauteur ». Puis ça me dérange, puis ça m'attriste. Donc, je commence en douceur, je vais nommer comme « je suis journaliste et écrivain », puis je dis pas les 40 000 autres choses que je fais. As-tu déjà été confronté à ça dans ton passé, de pas devoir tout dire pour pas faire peur? Je pense que oui, dans la mesure où je crois que quand on est une femme aussi, par rapport à ça, c'est confrontant souvent Ouais. quand on est investi dans notre carrière ou dans ce qu'on fait, puis on a une réussite aussi tu sais, qui est quand même présente dans notre vie, qu'on est...
on fonctionne dans notre milieu, puis qu'on travaille, puis qu'on est engagé. Fait que des fois, ça peut être confrontant quand on rencontre quelqu'un qui fait la même chose que nous et que là, ben on dit non seulement ça va bien dans telle sphère de ma vie, mais en plus, je fais ça aussi, ça peut... Oui, parce que c'est un miroir, les gens se reflètent puis se disent « Ah, mon Dieu, est-ce que je suis pas à la hauteur de cette Est-ce que j'en ai fait personne-là? assez? Pourquoi j'en ai pas fait autant au même âge? Oui, c'est ça. Mais ça, pour moi, c'est... après, c'est comment on rentre en contact avec quelqu'un si c'est tout le temps dans un rapport de il faut que je sois à la même hauteur pour que cette relation-là soit d'égal à égal, Ouais. alors que je crois pas que c'est le cas. Souvent, les gens vont soit être avec quelqu'un qui fait la même chose que eux ou avec quelqu'un qui est complètement à l'extérieur de ce milieu-là. Puis des fois, c'est bien quand c'est pas quelqu'un qui fait la même chose que nous parce qu'on n'a pas ce rapport-là, justement. Mais oui, ça m'est arrivé de sentir que ma présence, mon travail, l'investissement que j'avais pouvait intimider les garçons. Ouais. J'ai jamais daté de... J'ai daté un journaliste, jamais daté d'écrivain. Je sais pas si ça me tente. Bien, sans rentrer dans ma vie personnelle, je te dirais que moi, c'est ça qui s'est C'est passé. faisable? Puis moi, c'est ça fait partie de quelque chose de très important dans ma relation, vraiment, parce que je retrouve chez cette personne-là la possibilité d'avoir une oreille puis une compréhension de ce que je suis comme autrice. Puis j'aime ça que ce soit pas un acteur, j'aime ça que ce soit un écrivain. Ouais. Parce que c'est cette partie-là que je préfère avoir en dialogue, on dirait. Donc, Puis en tant que décathlonienne, c'est vraiment dur à dire, de l'art. Donc, il y a plusieurs formes qui te stimulent. Je sais que dans votre famille, dans ta vie, ça fait très longtemps, je veux dire, c'est très jeune que ça a pris de la place. Quelle forme t'a fait vibrer en premier? Ou du moins, comment les mots ont commencé à te faire vibrer? Ben, c'est du plus loin que je me souvienne. Il faudrait des fois que je recule peut-être dans la jeunesse, mais je me souviens que quand j'ai commencé à faire du théâtre, la professeure de théâtre, Josée Blain, m'avait donné des poèmes à faire en performance parce qu'elle faisait partie d'une association qui s'appelait l'Académie de l'art oratoire du Québec. Et donc, ils avaient ce qu'ils appelaient un brevet poétique sur 4 ans, où on apprenait les bases de la poésie, donc de la versification écrite, et où il y avait un examen final qui était la performance d'un poème oral. Et donc, elle m'a inscrite à cette affaire-là dès le début. T'avais quel âge? J'avais 12 ans. Hein? Donc, le premier examen que j'avais, c'était d'apprendre un poème par cœur et de le dire. Donc, on avait fait, si je me souviens bien, à l'époque, c'était mon premier texte, c'était un conte de Jean de La Fontaine. Que je vais te demander de réciter maintenant. Mais non, mais ça, je me rappelle blague. même plus c'est lequel, mais c'est ça, je me rappelle que c'était un conte de La Fontaine. Et donc, après ça, il y avait un examen écrit qui était, bon, toute la phonétique et tout ça, là, sur plusieurs années. Fait que j'ai commencé à jouer en disant des poèmes. Donc, en analysant la façon d'interpréter un texte que j'avais pas écrit nécessairement, mais qui était un texte poétique. Ouais. Et je n'avais jamais été introduite à la poésie avant ça. Donc, c'est en sachant et en découvrant la poésie des autres, très jeune, donc à 12 ans, que là, j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est vraiment le fun d'écrire ses émotions » et que j'ai eu envie, parce que je le faisais dans mon cours de théâtre, d'en écrire aussi, parce que là... Et comme le concours avait aussi une partie, des fois, pendant l'année, où il y avait un concours de poésie, fait que là, José m'avait dit, ben écris un poème. Fait que j'avais écrit un poème, je l'avais soumis au concours. Donc, j'avais lu mon premier poème, je pense que j'avais 13 ans, là. Puis je vais faire un lien avec notre première et je crois seule rencontre. C'était en 2018 avec Inès Talby, ta sœur. C'était une série pour la presse où je rencontrais 4 duos ou trios de frères et sœurs qui sont tous et toutes des artistes professionnels et à quel point vous vous influencez, vous vous comprenez. Puis évidemment, j'avais vu votre complicité de feu en personne. Puis Inès m'avait raconté que très tôt, quand elle était arrivée, parce qu'elle est plus jeune que toi, qu'elle avait été ton public, mais aussi ton actrice. Fait que très tôt, tu organisais des petits spectacles, tu mettais en scène. Fait que ça m'amène à te demander d'où ça devient ce sens de l'initiative ou de leadership de moi, je montre quelque chose. Parce que ça te suit encore aujourd'hui. Je le sais. Je le sais pas d'où ça vient. C'est un peu... Mais tu sais, là, tu parlais de ma sœur, mais il y a ma cousine aussi avec qui... C'est Leila? Leila, exactement, qui est comédienne. Et je sais pas ce qu'on avait... je sais pas si c'est parce que mes parents s'arrangeaient pour qu'on s'occupe puis qu'on joue entre nous.
Mais je me souviens, là, on se faisait là, des journées complètes là, où on jouait au Barbie, mais c'était construit notre affaire. Là. Tu sais, on arrivait, puis on mettait les vêtements d'un bar. On arrivait dans une pièce, puis on avait les poupées. Puis là, on faisait, OK, toi, tu as le droit de choisir les poupées. Toi, tu as le droit de choisir l'endroit où tu vas vivre. Puis après ça, toi, tu as le droit de choisir les vêtements en premier. Fait que là, on se créait notre monde. Puis là, on se créait l'espace. Puis là, on jouait pendant des heures. C'est comme si il y a une personnalité d'artiste qui avait été placée en toi, puis que très tôt, tu la mettais en pratique. Bien, je pense que c'est ça. Puis après, ma mère nous avait dit que dans leur famille, tu sais, ma tante, sa sœur chantait quand elle était jeune, son frère aussi. Mon oncle Zouir a fréquenté des musiciens en Tunisie. Encore aujourd'hui, c'est des amis, des grands artistes. Mon oncle aussi. Fait que je pense que dans ma famille maternelle, il y avait déjà ce grand amour de l'art, mais personne n'a fait ça comme métier. Fait que j'ai comme l'impression que ça s'est inscrit dans notre génétique presque, à ma sœur, ma cousine et à moi, de ce désir-là de créer. Fait que ça a été nourri, en tout cas du moins par nos parents, parce qu'ils nous ont laissé faire, ils nous regardaient faire des spectacles, ils étaient bien contents qu'on fasse des choses comme ça. Mais ouais, j'arrive pas à... Mais c'est vraiment depuis toujours. Tu sais, on se faisait des chorégraphies, on montait... Mais tu sais, ça dépassait juste le fait de on va danser. Non, on va inventer l'histoire, on va créer le truc, on va... Penses-tu qu'il y a un côté générationnel, que la génération de tes tantes, oncles, tes parents pouvaient pas s'imaginer faire un métier d'artiste et que... Mais ils auraient peut-être aimé ça? Oui, je pense que oui. Je pense que ma mère aurait adoré ça. Je sais que mon oncle aussi, le père de Leila, parce que il semblerait qu'il avait été accepté à l'École nationale de théâtre quand il est arrivé, mais moi, j'ai comme l'impression que c'est une légende urbaine, mais il paraît que c'était ça. Donc, ceci étant dit, je crois que ça existait dans notre famille. Ça existe. Puis nous, on l'a peut-être poussé à ce que ça devienne vraiment métier, mais je sais pas, c'est vraiment... c'est viscéral. Puis comment ils composent avec le fait de vous voir toutes les trois en faire un métier puis en vivre bien? Ah, mon Dieu, ils sont fiers. Ils sont fiers. Je veux dire, là, j'étais à Paris... il y a quelques jours. Il y a Donc, quelques on enregistre jours. le 2 décembre. Oui, c'est ça. Donc, j'étais en France, à Paris, pour un spectacle de théâtre. Mes parents étaient en Tunisie. Ils ont pris l'avion pour venir voir le spectacle. Ils sont venus le voir 2 fois. Ah. Et ma sœur aussi était là. Elle est venue voir le show. Mon oncle qui vit en France est venu voir. Donc, très, très fiers. Vraiment, là, très, très, très fiers. C'est nos fans numéro 1. Vraiment, c'est une grande fierté pour eux. Tu sais, d'aller voir son enfant qui se produit professionnellement dans l'endroit où on l'a mis au monde, c'est une chose. Est-ce que tes parents ont un rapport différent avec mon enfant se produit en France? Parce qu'ils sont d'origine tunisienne. Oui. Est-ce qu'ils ont ce rapport France-Québec de la même façon? À vrai dire, je pense que le fait de le faire en France, ça permet, parce que j'ai beaucoup de familles en France, je pense qu'il y avait la fierté que la famille plus élargie puisse voir ce que je fais. Ouais. Donc c'est pas elle est rendue plus loin parce que les Français la voient. Ouais, non, vraiment pas. Je pense que c'est la famille peut la voir. Puis en toute honnêteté, je crois que à l'intérieur d'eux, ils le diront peut-être jamais, mais je pense que le jour où ça sera aussi important en Tunisie, mettons, là, le jour où je vais... Là, je pense que ce serait le comble de la fierté, parce que je crois que c'est l'élément qui leur manque, peut-être, que cette reconnaissance-là de ce qu'on fait rayonne aussi jusqu'en Tunisie. Puis c'est normal, parce que c'est leur pays, c'est leurs origines. Donc, est-ce qu'il y a quelques liens avec des institutions? Un peu. Tu sais, j'ai eu la chance de faire quelques trucs là-bas à une certaine époque, mais sinon, on est encore au balbutiement de ça. Alors que mon recueil en est quand même... Mes 2 recueils en sont quand même assez empreints. Ben oui. Mais qui sait? Ça va être dans le futur, on espère. Est-ce que toi, tu entretiens ce rêve-là en Oui, je pense que oui. Ouais. Genre, je pense que je serais très heureuse de me retrouver à lire mes poèmes en Tunisie dans un festival. Ou de savoir qu'une classe d'élèves analyse un de tes textes. Non, ça serait... j'ai comme une petite émotion. Je te le souhaite. Oui. Puis, je me rappelle que lors de la discussion avec Inès et toi, il y avait... Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais vous viviez dans le même immeuble. Mm-hmm. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est toujours le cas. Puis, elle me disait que... Ou vous me disiez que des fois, vous parliez, vous présentiez vos projets, puis que je me rappelle que tu me disais qu'elle avait la capacité de... Elle connaissait tellement ton écriture et tes patterns, elle était capable de dire quand tu prenais le chemin facile. C'est quoi tes patterns en écriture? On a toute une obsession dans notre écriture. Fait que après ça, des fois, ça devient le chemin qu'on prend. Puis moi, j'aime ça
j'aime ça essayer de me surprendre dans ce que j'écris. Fait que Inès va pouvoir faire, OK, là, j'ai comme l'impression que ce poème-là, il a déjà existé ou tu as déjà effleuré ce sujet-là de la même façon. Parce qu'ultimement, on réécrit toujours un peu la même chose. Là. Mais en tout cas, on creuse toujours le même sillon. Ouais. Ce qui est normal, ce qui est intéressant aussi, parce qu'avec l'âge qu'on prend, avec les expériences qu'on prend, ben ce sillon-là, on le creuse différemment, mais on se concentre souvent sur un truc. Fait que oui, j'aime ça qu'elle puisse, elle, voir que, hop là, c'est un peu... Ou, tu sais, c'est souvent, c'est le premier jet, puis là, j'ai besoin qu'elle lise pour qu'elle fasse... Ah, là, on est entre... Là, c'est comme entre le quétaine puis le grand poème, là, la ligne est fine. Là. Ouais. Fait que si j'ai besoin de ça, c'est souvent ça, c'est que je fais... J'ai écrit ça, qu'est-ce que t'en penses? C'est comme mon... Est-ce qu'elle fait ça avec humour, ses commentaires, ou est... Non, mais elle fait avec une grande délicatesse. Ouais. Puis il y a ça aussi, c'est que c'est comme je lui envoie en ayant déjà une bonne idée de la réponse. Tu sais, j'ai comme juste besoin d'avoir une résonance de ce que je pense savoir déjà. Donc, pour le deuxième recueil, il y avait beaucoup de ça. Il y avait des poèmes, j'étais là, on dirait que je sens que ça pourrait être bon, mais que là... Puis là, elle est comme, ouais, non, là, ça, c'est quétaine. Mais, tu sais, c'est pas loin. Fait que c'est juste de retravailler. Elle comprend ton métier de l'intérieur. Ouais. Elle connaît ton bagage parce que vous venez de la même famille. Elle comprend la culture tunisienne, québécoise. Donc, tout ce qui t'habite, l'habite en quelque sorte. À quel point ça fait d'elle la meilleure critique pour ton travail? Est-ce que c'est ça qui fait en sorte que son point de vue est si riche pour toi? Oui. Oui, parce que... Puis aussi, c'est comme un peu une forme de... tu sais, c'est comme un phare, c'est un repère, tu sais, de faire, OK, ben est-ce que, tu sais, sachant qui je suis, sachant ce que je veux faire, est-ce que là, je prends le bon chemin pour le faire? Est-ce que je suis pas en train de me dénaturer? Est-ce que, tu sais... Fait que c'est toujours bon d'avoir ce retour-là. Puis oui, c'est la bonne personne avec elle et entre autres, tu sais, j'ai Carl aussi, j'ai dit son nom, mon conjoint, et mon autre amie, Rebecca Deraspe, qui est une autrice aussi. Donc, c'est vraiment souvent les gens C'est trois femmes. Ouais, c'est ça. Parce que dans leur qualité respective, comprennent quelque chose dans mon écriture et dans ce que je veux faire qui fait en sorte qu'ils peuvent me faire des retours. Tu sais, je citais Inès qui disait, ou toi qui disais qu'elle était capable de te le dire quand tu prenais le chemin facile. Ouais. Pourtant, de l'extérieur, on s'est vu une seule fois. J'ai pas l'impression que tu es quelqu'un qui va dans la facilité, puis j'ai l'impression que tu es quelqu'un de très exigeant envers toi. Est-ce que je me trompe? Oui, non, je suis vraiment très, très exigeante. Alors, on va dire, quand on dit le chemin facile, c'est vraiment le... Tu sais, quand je suis pas allée au bout... C'est pas que je prends le chemin facile. Je pense que c'est peut-être pas ça, là. C'est que quand je suis pas encore allée au bout de ce que je devais faire. Ouais. Fait que, être capable de faire, OK, oui, mais encore. Je le suis excessivement exigeante. Comment ça se Je suis très traduit, difficile ça? avec moi-même. Je travaille vraiment, vraiment fort. Je suis pas facile avec moi. Je suis rarement satisfaite. Ou en même temps, je le suis satisfaite pendant un court moment, puis après ça, je redoute tout, puis je remets tout en question. Jusqu'à la fin, jusqu'à la publication ou le Jusqu'à la spectacle. publication, jusqu'au spectacle. Mais j'ai quand même, et je crois que c'est ce qui fait que j'ai une forme de sanité, ça fait que j'ai un moment où, je fais non, c'est ça, ça va être ça. Puis que je suis capable de voir quand ça fonctionne, que ça fonctionne. Après, je pense que c'est jamais fini, mais c'est la grande image qui est jamais finie. Pour moi, Ton ce que œuvre je fais, globale. exactement. Pour moi, ce que je fais, ça se déploie dans quelque chose d'immensément grand et qui est pas terminé encore. Puis je pense que c'est ma dernière question en lien qui fait un clin d'œil à ta famille, du moins à ta sœur. T'es la grande sœur. Oui. Est-ce que tu sens que t'as défriché, que t'as ouvert la voie? Pas tant. Des fois, j'ai l'impression que c'est Inès qui a défriché pour moi, pour Ah être ouais? bien honnête. Comment ça? Ben parce qu'elle a commencé à travailler vraiment plus rapidement dans le milieu que moi, avec quand elle a fait son album Mimosa, son premier band, tout ça, les Francs ouverts. Je veux dire, moi, je commençais à faire mes performances poétiques. C'est elle qui m'a forcée à monter sur scène pour faire mes textes en 2005 au Divan Orange, alors que j'écrivais puis que je faisais ça dans dans la maison tranquille. Donc non, Inès a une audace puis un côté frondeur que j'ai pas. Que t'as pas? Non, ouais. Ça peut sembler un peu bizarre. Mais c'est parce que je te sens capable de prendre ta place, puis... Oui, mais il faut qu'on me l'ait donné des fois. J'ai de la difficulté. Moi, quand j'arrive dans un endroit,
je suis très sensible, je comprends les... tu sais, si je sens que il y a quelqu'un qui prend de la place, ben je vais pas confronter cette personne-là. Si je sens que je peux pas prendre ma place comme je voudrais, je vais l'assumer. Tu Mais veux te sentir voulu. oui, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a comme cette affaire-là aussi. J'aime ça que tout le monde soit bien aussi. Tu sais, fait que des fois, je vais laisser passer des gens avant moi en faisant, ben oui, vas-y. Tu sais, Comme ça a une l'air d'être maman. vraiment plus important pour toi. Oui. Tu sais, j'étais un peu genre, est-ce que tout le monde est correct? Si tout le monde est correct, je vais y aller. Mais si quelqu'un n'est pas correct, j'y vais pas. T'as besoin d'y aller, vas-y. Tu sais, fait que, ce qui fait qu'alors qu'Inès va arriver puis va faire non, tu sais, damn! J'arrive, fait que souvent, elle me pousse. Là, quand tu disais que je chante bien, mais que je veux pas l'assumer, ben Ouais. c'est du Inès de faire non, tu vas chanter dans mon spectacle. Puis je suis comme, pardon? Non, tu vas chanter. Et elle avait aussi dit quelque chose de super beau sur ta pratique du slam. Elle a dit que si elle essayait, elle ne serait qu'une pâle copie de ce que tu fais. Puis elle avait dit, le slam, c'est un pays à elle. Je l'appelle la Clémence Desrochers 2.0. C'est une actrice qui raconte, une poète, une militante. C'est elle, Cana Talbi. Oh, petite cocotte. Si je te demandais à toi de décrire ta signature de slameuse, comment tu te décrirais? Bien, j'aime beaucoup ce qu'elle a mentionné par rapport à Clémence parce qu'il y a cette idée-là de la raconteuse, monologuiste, de la plume. Je te dirais que la différence, c'est que je m'inscris peut-être plus dans... Je m'inscris moins, pas plus, mais je m'inscris moins dans le côté stand-up que Clémence, elle, a vraiment développé et dont elle est la reine. Donc, cette écriture-là, ce contact-là qu'elle a développé avec le public dans sa façon de raconter le Québec de son époque, moi, je l'ai moins encore... En tout cas, du moins, j'ai moins développé cet aspect-là. Je pense que j'essaie, en tout cas, de créer une forme de pont entre tous ces chemins-là. Donc, la poésie qui est dans l'intime, puis la poésie qui se déploie dans le grand public. Pour moi, c'est ça que j'essaie de faire. Puis ma façon de le faire, c'est parce que, justement, je suis aussi comédienne, je peux réussir à mettre cette couche d'interprétation qui est le pont avec le public. Parce que des fois... c'est pas parce qu'on a écrit quelque chose qu'on est la meilleure personne pour le livrer. Ouais. Donc, des fois, je vais jouer ça. Je vais jouer le fait de pouvoir amener ce poème-là au contact du public en y mettant le glaçage puis la crème glacée qui va allumer, que le monde va faire « ça a donc bien l'air bon », puis après, ils vont croquer puis ils vont se réaliser que finalement, c'est à la farine de sorgho puis qu'il y a du chia dedans puis que c'est 100% blé entier. Puis ils font finalement, ça me nourrit, C'est mais bon, c'était tout vraiment... au début, c'était juste vraiment beau et tu sais. Mais cette affaire-là, c'est ça que je veux faire, de faire cette poésie-là qui, des fois, peut être difficile d'accès, ne l'est pas tant parce que moi, j'ai réussi à accéder à ce monde-là, puis je pense que tout le monde peut aussi. Faisons une parenthèse ensemble. Oui. Dans les médias, on entend parler de slam, de spoken word, de poésie performative. Cet univers-là, c'est quoi? Puis pour toi, quelles sont les nuances entre les trois expressions que je viens d'utiliser? Bon, là, il faut expliquer quelque chose. Le problème dans T'es tout ça... tannée d'en parler. Non. Le problème, c'est la langue française. Alors, j'explique. Oui. Dans le milieu anglophone, il n'y en a pas de problème. J'explique pourquoi. Puis c'est pas pour rien que j'ai utilisé spoken word pendant longtemps puis que bien du monde qui n'aime pas ça, mais j'explique pourquoi. C'est que dans le milieu anglophone, le spoken word, c'est le parapluie là, sous lequel toute forme de performance poétique existe. Donc, tu vas avoir en dessous de ça slam, poetry. Tu vas avoir hip-hop. Tu vas avoir le rap, pas le hip-hop, mais tu vas avoir le rap. Tu vas avoir tous les spoken word, les albums. Là, au Grammys, il y a une catégorie spoken word. Là. C'est juste du monde qui parle dans des... Oui, non, c'est ça. Fait que ça, c'est tout le... Ça contient tout ce qui est le mot parlé, qu'on parle d'un poème dit à du rap. Ouais. Le problème, c'est que le mot slam, les slam poetry dans le milieu anglophone, c'est vraiment une compétition de poésie. Mm-hmm. Fait que quand tu participes à un slam poetry, t'es pas un slammer, t'es quelqu'un qui participe à un slam poetry. Et qui improvise. Non, c'est pas de l'improvisation, c'est un événement où il y a 5 personnes qui vont te juger dans le public et où 12 poètes arrivent sur scène, disent leurs textes qu'ils ont déjà écrits, sans musique, a cappella, puis il y a quelqu'un qui gagne à la fin. C'est un slam poetry. Ouais.
tout ce qui est quelqu'un qui va faire un poème sur scène, c'est du spoken word. Quand ce mouvement-là de slam poetry a fait... je dis c'est l'erreur de la langue française, mais c'est un peu les Français. Je l'explique. Quand ce mouvement-là est parti en France, dans les années 80-90, l'esprit de compétition s'est vite fracturé et les gens ont aimé le concept de quelqu'un qui parle sur scène en faisant un poème. Et on s'entend que dans les années 90, le rap commençait à avoir une plus grande place dans le monde de la francophonie, surtout en France, donc dans les banlieues, tout ça. Donc, les gens se sont appropriés cette idée de tu montes sur scène, un verre dit, un verre offert. Tu montes sur scène, tu dis un texte, on te donne un verre à boire. Puis la soirée commence à 8 h puis elle finit à 1 h du matin. Et c'est devenu... Ouais, et c'est ça qu'on a appelé un slam. C'est devenu un slam. Parce que le mot slam sonne vraiment plus francophone que spoken word. Oui. OK? Puis c'est que ça venait des événements de slam que les Français avaient déjà. Il y avait des ligues de slam déjà. Fait que les gens vont comme, ah oui, c'est l'affaire où des fois, tu as des compétitions, puis des fois, tu n'en as pas. Ouais. Puis là, il y a un certain grand corps malade qui est sorti de ça, de ces scènes de slam. Qui a rendu ça grand public, Fait que quand les gens faisaient ce que tu fais, ils disaient, je fais du slam. C'est quoi le slam? C'est tu dis un poème sur scène. Fait que là, c'est devenu dire un poème sur scène, c'est du slam. Puis comme c'est facile à dire parce que ça sonne francophone, parce qu'on est capable de dire slammer, slameuse, on l'a francisé, bien, nous, ici, slammer et slameuse est devenu, dans le fond, l'équivalent francophone de artiste de spoken word. Ouais. Là où c'est moi, notre terme parapluie. Voilà. Là où moi, j'essaie de encore faire la différence, c'est que pour moi, ce que je fais, quand je performe mes poèmes avec de la musique, pour moi, je m'inscris vraiment plus dans le milieu du spoken word comme une artiste comme Kate... j'ai un blanc. C'est une artiste anglaise incroyable. Ah, ça me fâche quand ça m'arrive. C'est le décalage horaire, c'est correct. Oui, merci, c'est gentil. Ou, mettons, Gil Scott-Heron. Okay. This revolution will not be televised, qui est un grand texte des années 70, qui est un des plus grands artistes de spoken word, qui faisait ses poèmes avec de la musique ou a cappella. Donc ça, pour moi, ça fait partie des artistes de spoken word. C'est ce qu'on appelle... Et en français, on dirait pas de Gil Scott-Heron qu'il est un slammer. C'est, pour moi, on dirait à la limite, on dirait que c'est un poète qui fait ses poèmes avec de la musique. Ouais. Mais tu sais, dire « Je suis une poète qui fait ses poèmes sur la musique », imagine si je t'avais présenté comme ça au début. voilà, tu sais, là, et c'est de là que performance poétique rentre en ligne. C'est que là, je la fais de la poésie performative. Ouais. Fait que là, c'est ce qui se rapproche le plus en français, je te dirais, de spoken word. Parce que là, on dit c'est la poésie performative. Donc, on prend l'idée que le poème, il est sur scène, il est performé, avec ou sans musique. T'sais. Puis, tout ça est entré dans ta vie à 12-13 ans, dans le fameux cours dont tu me parlais il y a quelques minutes. Oui. Bien, à 12 ans, je faisais des poèmes sur scène, oui. Là, c'était de l'art oratoire. Tu vois, on appelait ça de l'art oratoire. Puis à quel moment tu t'es approché, t'as coûté davantage à ce que tu fais aujourd'hui? Bien, j'ai découvert ce que je fais aujourd'hui très tard, justement quand Grand Corps Malade est arrivé, parce que moi, je faisais déjà ça. Bien, parce que moi, je faisais déjà ça avant que je découvre Grand Corps Malade. Je faisais mes scènes, puis je pense que mon premier show, ça s'appelait, performance poético-musico-théâtrale, parce que, il n'y avait pas de mots pour ça. Fait que quand slam est arrivé puis que j'ai fait du slam, c'est sûr que ça réglait un grand problème. C'est que pour revenir à ce qu'on disait, de compartimenter les choses, quand les gens font « Qu'est-ce que tu fais? » Bien, je fais du slam. Ah oui, OK, comme le gars. Oui, je fais des poèmes que je dis sur scène. Ouais. Fait que là, les gens comprenaient ce que je faisais au lieu qu'avant, ils font « Je comprends pas ce que tu fais. » C'est quoi les qualités pour être bon en faisant ça? Bon et bonne. Les qualités pour être bon et bonne. Ah, ça, c'est une question tricky quand même. Hein? C'est quoi être bon et bonne en faisant de la poésie sur scène? Hein? Ben, quand tu es dans un cadre de ligue de slam, mettons que tu es dans une compétition de slam, c'est une soirée où on dirait que le public vote, c'est le public qui vote au hasard, je te dirais que c'est sûr que tu dois comprendre les paramètres dans lesquels tu t'inscris. Ça veut dire que si tu arrives sur scène, tu es dans un bar, il y a des gens qui sont là, ils savent pas t'es qui, tu as 3 minutes pour faire un texte. Si dans Mark Smith qui a créé les ligues de slam, il fait le slam, c'est 50% performance, 50% poésie. Oui, ton texte est important, mais t'es devant des gens. T'as 3 minutes. Fait que c'est sûr que si t'as ta feuille, puis t'es comme ça, puis que tu parles de même, puis que tu parles pas fort, puis que tes images sont denses et complexes, bien, la petite madame qui est arrivée ici avec son amie parce qu'elle a dit c'est une soirée de poésie, ça va être le fun, c'est sûr qu'elle fait... Oh. Alors que si t'arrives, puis que tu performes, bien là, c'est sûr que
on reçoit ça plus. Il y a souvent beaucoup de conflits dans le milieu du slam parce que les gens vont comme « Ah, c'est souvent les gens qui sont plus performatifs qui vont gagner. » Mais en même temps, je fais « Oui, mais tu t'inscris dans ça aussi. Tu es sur scène. C'est un univers. » Donc là, souvent, les répétitions... Quand on va marteler, c'est pas pour rien que quand on pense slam, on dit oui, mais c'est comme elle a marché dans la rue, elle a parlé, tu as vu, nanana, nanana. Parce que, tu sais, veux pas, si t'entends ça, ça te reste dans la tête. Si c'est la même rime qui revient souvent, ben ça t'accroche. Ouais. Si le rythme change, ça t'accroche. Si la personne physiquement, elle est impliquée, ça t'accroche. Donc, c'est sûr que c'est des éléments qui font que dans une soirée slam, quelqu'un va gagner. Mais moi, j'ai vu des soirées où, tu sais, je veux dire, moi, j'ai découvert Natacha Canapé-Fontaine à Rimouski dans une soirée slam. Tu sais, elle est arrivée, puis elle a fait son texte, puis tout le monde était comme... C'est quand la dernière fois que tu as participé à une compétition? En tant que compétitrice, ça fait un bon petit bout. Parce qu'à un moment donné, tu fais le tour. Ah ouais? Comment ça? Ben moi, à un moment donné, j'ai commencé, puis je veux dire, c'est magnifique, là, ça m'a permis d'aller à Berlin, là. J'ai fait un poème. Mon poème parlait du mur de Berlin et j'étais à Berlin en train de le faire en français devant des Allemands. Là, c'était... Wow, OK. Fait que j'en ai fait pendant plusieurs années, mais c'est juste qu'à un moment donné, c'est ça, c'est quand tu comprends les paramètres, c'est comme un peu comme l'impro. Quand tu comprends les paramètres de la forme puis de la structure d'une compétition, mais c'est sûr que, veux pas, à un moment donné, ça finit par influencer comment tu écris parce que tu te dis, ben je sais ce qu'il faut à peu près que je fasse pour... Fait que tu ça deviens punch. emprisonné par la forme. Oui, c'est ça, ultimement. Puis aussi, c'est con, mais tu sais, personnellement, moi, à un moment donné, me faire donner des notes, puis ça me fâchait. Fait que je préférais des soirées où il n'y a pas les notes, les soirées plus micro-ouverts, disons, que les soirées où je me faisais... Puis il y a une fois, j'ai fait ce qu'on appelle le slammer sacrifié, parce qu'il y a toujours un slammer sacrifié au début de la soirée pour que le public se prépare à voter, parce qu'évidemment... c'est la première fois qu'ils vont voter, donc le premier slammer est toujours un petit peu... le baromètre? Oui, c'est ça. Donc, c'est chiant parce qu'il y en a 10 qui passent dans la soirée, puis ben, le premier va toujours avoir une note moins bonne parce que plus t'en entends, plus tu t'habitues, puis plus t'es capable de le comparer à l'autre d'avant. Puis évidemment, d'un point de vue purement... c'est toujours ça qui arrive. Les notes ont toujours tendance à monter plus vers la fin. Donc, fait qu'il y a un slammer sacrifié pour comme permettre au public de se pratiquer à juger un slam. Puis ça a été toi souvent? Puis je l'ai fait, mais la dernière fois que j'ai reçu des notes, c'est que je faisais le slammer sacrifié pour une finale à Sherbrooke. Okay. Et là, ça faisait des années que j'avais pas fait de compétition, puis c'est des textes que je fais dans mes spectacles, tout ça. Puis bon, j'ai été pris de court parce qu'il manquait quelqu'un, puis Frank Poul, que j'aime beaucoup, qui travaille, qui est dans la Ligue de slam à Sherbrooke, m'a dit, ben, viens faire ton texte. Puis j'ai dit, OK, mais je venais de faire une demi-heure de performance parce que j'étais l'artiste invité. Fait que j'étais comme, bon, ben, OK. Là, je fais un texte que j'avais pas fait dans mon événement, dans ma perfo. Et là, je sors de scène et là, ils donnent les notes. Il y a 5 personnes qui donnent des notes. Et là, j'entends un 7,5. Et je suis ressortie sur scène. Je fais 7,5? Pardon? J'ai fait 7? Voyons, t'es pas bien dans ta tête, là? Là, Frank était comme Elkana. Je fais, non, mais là, voyons donc, 7,5. Ce texte-là est immensément tête. Là, tu peux pas me donner 7,5. Puis là, il était comme dans le canal. Et tout le reste de la compétition, là, je regardais combien de notes il donnait, puis là, je voyais, ouais, OK, c'est plus ça ton genre de poésie. Tu sais, ça a fait sortir en moi quelqu'un de tellement... Puis là, je ris, mais tu le vivais pas avec un rire. Mais tu sais, en même temps, moi, j'ai joué à la ringuette quand j'étais jeune. J'aime la compétition. C'est ce que j'ai aimé quand j'étais arrivée au slam. J'aimais ça, le fait qu'on mettait un... Tu sais, même si c'est pas une compétition, tu sais, ça dépend du soir, ça dépend de qui a le carton dans ses mains. Ouais. Mais j'aimais l'idée de faire, oh mon Dieu, faut que j'essaie de séduire ces personnes-là. C'est elles qui décident si je fais le prochain tour ou pas. Mais là, j'étais rendue à l'autre étape où... c'est ça, là. J'avais plus de fun à me faire donner des notes. Quand on n'est pas rendu à ton niveau d'expérience, comment on peut s'améliorer dans ce monde-là, dans cette discipline-là? Ben, je pense pas que je pense que ce que la compétition donne de bien, c'est ça, c'est que ça nous... Moi, ça m'a donné une discipline parce que là, je participais à plusieurs compétition. Fait que là, parce que quand tu fais un slam, il faut que tu arrives avec 2 textes dans une soirée parce qu'il y a un premier tour. Puis si tu es dans les 5 meilleurs, il y a un deuxième tour, puis tu arrives avec un deuxième texte. Donc, ça fait en sorte que tu dois arriver avec du matériel. Puis évidemment, si tu es dans une ville où tu participes une fois par mois, ben disons que tu veux participer plusieurs fois dans l'année, ben si tu gagnes pas, disons, ben il faut que tu arrives avec du nouveau matériel parce que souvent, le public est le même, donc tu veux pas refaire le texte que tu as fait le mois d'avant. Ou les mêmes thèmes.
poèmes, donc ça force à écrire. Ouais. Donc moi, c'est ça m'a forcé à écrire de façon beaucoup plus active et rigoureuse et disciplinée. Ce que je faisais pas avant. Avant, j'écrivais mes poèmes si j'étais inspirée, si j'avais un moment où j'avais une idée. Donc, ça a vraiment généré une discipline chez moi. Puis j'ai fourni là, beaucoup de textes dans cette période-là. Ça Donc, je donne pense beaucoup que c'est bon. d'occasions d'aller performer, d'être devant le Exact, public. exact. Puis tu sais, tu t'es devant un public, c'est une communauté aussi, tu rencontres des gens qui écrivent aussi, tu écoutes ce que les autres font, ça te nourrit, tu sais, c'est magnifique pour ça. Donc, je pense que ça a sa place et son importance. Pour moi, ça a été une étape pour après me professionnaliser, mais c'est pas tout le monde non plus qui veut être professionnel là-dedans. Il y a bien des gens qui font des scènes slam depuis des années, puis c'est bien en masse, puis ils n'ont pas besoin d'en faire une carrière. Ouais. C'est ça qui est bien aussi. Puis avant la pandémie, à quoi ressemblait le milieu du slam à Montréal et ailleurs au Québec? Ah, écoute, très, très, très actif, très en santé. Même là, je pense que la finale de slam était en novembre à Montréal. Il y a des équipes, si je me souviens bien, là, je pense Québec, Chicoutimi, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières, Rimouski. Donc, ça veut dire qu'il y a des soirées du genre dans ces Dans villes-là ces assez villes-là, régulièrement. plus les micros-verts, plus Ouais. les soirées de micros-verts. Il y en a énormément. Il y en avait Ouais. même pendant la pandémie de façon virtuelle. Donc, c'est très, très, très riche. Il y a un festival de slam à Saint-Fabien, il y a un événement slam en Acadie, festival de slam et de poésie. Donc, tu sais, il y a beaucoup... Le réseau est très vivant, Ouais. très actif. Je me rappelle que la fois où on s'était rencontrés, après la portion entrevue officielle, je vous avais questionné sur comment on peut développer son habitude à livrer des textes sur scène, parce que quelques semaines plus tôt, j'avais fait un micro ouvert au Salon du Livre de l'Abitibi, ma région natale, Oui. à Lassar. J'avais livré un texte hyper personnel, puis j'avais entendu les gens rire, je les avais entendus être émus, puis comme si leur attention était palpable. Mm-hmm. Puis le courant était tellement fort, j'ai fait « Ceci est une drogue, Ben faut que oui. je me redonne l'occasion de vivre ça. » Est-ce que ton sentiment quand tu es sur scène pour performer un texte, c'est similaire ou toi, c'est autre chose? Ah non, c'est la même chose. C'est vraiment une drogue. C'est ma drogue. Puis, Oui, est-ce que c'est sûr. très différent de quand tu es actrice et que tu portes les mots de quelqu'un d'autre? Ah oui, mais c'est ça qui a fait que j'ai décidé de le faire, là, parce que j'étais tellement stressée la première fois que j'ai performé sur scène mes propres textes, parce que je me disais, mon Dieu, si les gens aiment pas ça, c'est tout qui aiment pas. Mais Tout ce que t'es. c'est ça. Mais l'envers de la médaille qui est positif, c'est quand ils aiment ça, ben c'est tout ce que tu fais. C'est un peu ce que les humoristes disent souvent. Il n'y a rien de plus gratifiant. Puis de... Ouais. C'est tes idées, c'est la façon dont tu les as construites. C'est ça. C'est ta voix, c'est ton Voilà. énergie, tout. C'est ça. Donc, c'est hyper enlevant. Puis ce qui est magnifique dans les soirées slam, souvent, c'est que c'est une grande diversité de voix qui vient présenter, de voix, d'âge, de background, de classe sociale, tu sais, tout ça, là. Ce qui fait que quand tu arrives, tu fais ton truc, ben les gens sont comme « Ah, wow, OK! » Puis l'accueil est bon. Ouais. Et donc, c'est sûr, après, tu as comme juste envie de retourner faire ça, puis d'en faire d'autres, puis de te retrouver dans ces événements-là, parce que c'est l'adrénaline, puis l'amour qui vient, là, l'endorphine est à son maximum. Moi, oui, moi je te dirais que des micros verts et tout ça, c'est ce qui me... La pandémie, c'est ça qui m'a manqué. Autant d'être sur scène que d'aller en écouter, c'est quelque chose que j'aime. J'aime être un public dans des soirées comme ça. Pourquoi dirais-tu que la scène du slam est en montée depuis quelques années déjà? Qu'est-ce qui fait que dans le public, il y a un désir d'être en contact avec cet art-là? Ben c'est un miroir, comme je te disais plus tôt, là, il y a quelques minutes, là, c'est des gens de toutes sortes Ouais. d'avenues. Ben, les gens qui sont sur scène, ben, les gens qui sont dans la salle se reconnaissent dans ce que les gens sur scène racontent, disent. Donc, les gens, quand ils écrivent des poèmes, soit ils écrivent sur des sujets qui sont politiques ou sociaux, ou sinon très intimes. Ouais. Alors, cette communion-là qui se fait de dire dans le public, je reçois cette voix-là. Tu sais, quelqu'un qui vient qui fait, c'est la première fois que je performe. Mais ça existait dans les années 90, 2000, mais j'ai l'impression que depuis 2008-2010, ça fait ça. Ça a fait ça, oui. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde pour qu'on ait encore plus envie de ça qu'avant? Je sais pas. Je pense que dans l'aspect plus...
On est proche beaucoup. C'est comme en littérature, l'autofiction qui prend de plus en plus d'importance. La poésie comme telle. Oui, mais la poésie moins formaliste. Ouais. Moins traditionnelle, moins codée. C'est ça, exactement. Donc, les gens ne sentent pas qu'ils ont besoin d'avoir certaines notions pour apprécier la lecture d'un poème. Et donc, d'arriver dans un lieu qui n'est pas en soi inscrit comme un lieu poétique, qui est l'agora. Donc, nos agoras modernes sont les bars, les salles de spectacle, les cafés. Donc, quand tu arrives dans un lieu comme ça que tu connais, donc déjà l'espace, t'es familier. Et là, sur scène, la personne qui monte, t'es familière aussi parce que c'est pas quelqu'un qui monte sur scène qui te dit « Moi, je suis poète » ou « Je suis artiste ». Souvent, ça va être quelqu'un qui va être comme « Moi, je suis telle personne, je travaille comme infirmière et j'aime écrire des textes. Et aujourd'hui, je vous lis un poème que j'ai écrit. » Ouais. Là, tu reçois ce poème-là, puis là, tu fais « Mon Dieu, ça m'a touché, ça m'a bouleversé. » Puis ce qui arrive souvent dans les soirées de poésie, c'est que les gens qui sont dans la salle finissent par se retrouver sur scène. Fait que ça devient cette idée aussi d'agora que je disais que là, les gens s'expriment à travers la poésie et ont l'impression qu'on les écoute et qu'on les entend et qu'on ne les juge pas. Donc, ça devient un lieu de confidence, d'échange, d'écoute, d'amour, de respect. Je pense qu'avec les réseaux sociaux où on a peu de temps, peu d'espace et beaucoup de violence, des endroits comme ça où on se retrouve face à face, où il y a un corps, il y a une énergie, il y a un cœur, puis on reçoit ces paroles-là, puis on peut les échanger, ça fait un bien fou et on en a de plus en plus besoin. C'est des lieux très bienveillants, souvent. Oui. Le slam, autant que la poésie en général, sont en montée depuis une bonne quinzaine d'années. Est-ce que tu te considères comme une puriste de la poésie ou une partisane des textes poétiques plus hybrides? Je suis comme surprise que tu me Je veux t'entendre, toi. Sérieusement, Manuel? Avec tout ce qu'on vient de se dire, il n'y a pas grand-chose de puriste en moi. Mais ta réaction vaut 1000 piastres. Mais admettons pour quelqu'un qui nous écoute puis qui sait pas c'est quoi être un puriste versus l'être moins. Je suis pour la diversité et la fluidité de tout genre. Ouais, non, c'est ça pour moi. Pour moi, j'aurais pas, mais j'aurais même pas j'aurais pas la légitimité de dire que je suis puriste. Je viens du milieu de la poésie par la porte d'en arrière. Là, c'est déjà pas pur, mon affaire. Là, j'ai pas fait un bac en création littéraire à l'UDM. Là, donc, déjà là, ça règle bien des choses. J'ai pas fait ma maîtrise avec mon premier recueil. Là, fait qu'on s'entend que j'ai pas pris un chemin... Et je suis pas en train de dire que ce chemin-là est pas valide. Au contraire, mais je l'ai pas pris, ce chemin-là. Donc, je peux pas m'inscrire dans une idée que j'ai une forme de poésie sur laquelle je m'enligne et c'est comme ça que je travaille parce que j'ai pas pris ce chemin-là. Ouais. À partir de là, je suis par contre une grande, grande fervente du travail. Comme tu disais tantôt, oui, je suis exigeante avec moi-même. C'est pas parce que j'ai pas les diplômes que je n'ai pas besoin et envie de m'améliorer, de travailler fort et d'être... Mon meilleur poème n'est pas encore écrit. Pour moi, je renie pas ce que j'ai fait parce que c'est ce que j'ai écrit avant qui m'amène à où je suis aujourd'hui. Mais pour moi, il y a toujours une place à faire encore mieux, encore plus réfléchi, plus poussé. Pour moi, c'est ça. C'est des étapes. Donc, quand je lis, quand je vois de la poésie, quand j'en consomme, j'ai toujours ça derrière la tête. Quand je vois quelqu'un sur scène, je me dis, ben cette personne-là... elle me donne ce qu'elle peut me donner là. Mais si je la revois 10 ans puis que j'ai l'impression qu'elle me redonne la même chose, c'est là où je fais « Ah, non, tu vois, ça pour moi, ça marche pas. » Puis l'une de tes exigences, je crois, c'est un élément dont j'avais parlé dans ma chronique radio sur ton dernier recueil, Pomme Grenade, l'économie de mots. Donc, dire beaucoup avec peu, less is more. Qu'est-ce que ça apporte, selon toi, cet aspect-là de la poésie dans l'écriture d'un texte? De viser à dire beaucoup avec peu. Bien, pour moi, c'est ultimement ce qu'on essaie de faire avec la forme poétique parce qu'on est toujours dans un rapport d'évocation. Ceci étant dit, pour ce recueil-là, c'était vraiment le défi d'essayer de... Puis je me souviens de ta chronique où tu disais « T'en aurais pris plus », puis je trouve ça le fun parce que je me dis... C'est vrai que, tu sais, des fois, pour arriver à un poème comme on est arrivé dans le recueil, souvent, au début, il y avait plus. Puis là, après, j'ai pur.
tout en m'assurant que l'explosion, pour revenir à l'image de la pomme grenade, tâche fortement. C'est ça la beauté de Parce que j'avais jamais l'impression qu'il y avait une idée, un thème qui était exploité à moitié. Non, c'est ça. C'était souvent des choses que mon cerveau avait jamais lues ou des idées, sans dire que je suis déconnecté du monde, que des idées avec lesquelles j'avais moins été en contact. Fait que j'étais comme, hey, j'en veux plus. Oui. Oui, il aurait pu avoir un pomme grenade 2, mettons. Oui. C'est sûr. Il aurait pu, c'est clair, là. Mais oui, pour moi, c'est important. Ceci étant dit, je pense pas que ma poésie ou ce que je vais écrire a nécessairement besoin d'être aussi court. Je pense que pour le recueil puis pour Pomme Grenade, c'est important. Puis c'était ça le défi, puis le devoir que je m'étais donné. Puis Pomme Grenade a été publié en septembre 2021. Le premier recueil, Moi, Figuier sous la neige, a été publié en 2018. Dans les deux cas, c'est chez Mémoire d'Encrier. Oui. Est-ce que ton éditeur ou ton éditrice t'a déjà dit j'aimerais que tu enlèves tel mot, telle phrase ou carrément tel texte de ton recueil, puis que des fois, tu fais comme je suis pas d'accord? Alors, moi... J'aime ton... Alors. Non, mais pour mettre en contexte, oui, pour l'écriture de Pomme Grenade, j'avais... moi, j'adore me faire donner des retours. Donc, j'avais Rodney Saint-Éloi, Yara El-Ralben et Jonathan Lamy, donc, qui travaillent les trois à Mémoire d'Encrier, qui me donnaient des retours sur la première version que j'avais envoyée et sur la suite. Donc, et ce qui est génial avec ça, c'est que c'est trois visions, trois compréhensions différentes de la poésie. Jonathan avait fait avec moi le travail pour Moi, Figuier. Yara, c'était la première fois que je travaillais avec elle, mais ce qui était génial avec Yara, c'est que comme je savais que mon recueil concernait beaucoup le désir, la femme arabe et tout ça, je savais qu'elle allait voir, comprendre, ressentir des choses que ni Rodney ni Jonathan allaient comprendre ou ressentir, ou du moins pas de la même manière. Ouais. Donc, mais ça n'a jamais été des affaires du genre « ça, c'est non ». C'est tout le temps, c'est souvent des questions. Est-ce que, ça, je suis pas sûre que je comprends l'image, ou, peut-être que là, tu devrais faire le saut de page, pour moi, ça, c'est séparé, ou, peut-être que ça, ou ça, c'est un adjectif, disons, est-ce que c'est nécessaire? Donc, c'est vraiment un regard sur le travail qui est fait. Et moi, j'ai besoin de ça parce que souvent, quand j'amène le premier jet, ça avait été ça avec Mémoire d'Encrier, le premier recueil. Quand je l'ai envoyé, moi, j'ai envoyé un recueil en disant, moi, je suis rendue au bout de ce que je peux faire tout seul. Ouais. Donc, quand Jonathan m'a contacté, il a fait « Elkana, on est intéressé par ton recueil, mais il y a du travail à faire. Es-tu prête à faire ce travail-là? » Puis j'étais comme « Ben oui. J'étais comme « Je peux pas croire qu'il y a des gens qui sont pas prêts. » Mais ce que j'ai compris après, c'est que des gens... Voilà. Mais j'ai compris que c'est pas tout le monde qui travaille de la même façon. Puis il y a des gens, quand ils arrivent à leur recueil, c'est terminé, puis il y a pas une virgule qui change. Ouais. Puis c'est bien correct. Mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je suis... Tu sais, je parlais quand je te disais par rapport à ma sœur et tout ça, c'est ça. Tu sais, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir ce regard-là, ce retour-là. Ouais. Donc, dès la première version, j'ai pris ses commentaires, j'ai fait les modifs parce que j'en avais besoin. Mais après, c'est sûr que plus on avançait dans le travail, plus mon recueil commençait aussi à prendre forme. Et plus après, il y a certaines notes que je recevais ou commentaires où là, je faisais « Ouais, non, là, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il va rester comme ça. » L'économie de mots, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu fais déjà par toi-même, si intensément, que c'est moins le genre de commentaire qui vient de tes éditeurs-éditrices. Oui, mais c'est sûr qu'au début, les premiers étaient plus... Il y en avait plus que moins. Puis c'est après que même moi, je fais « Ah oui, c'est vrai. » Quand je relis le poème, je fais... C'est drôle parce que je le vois, mais on dirait que sur le coup, je peux pas le voir. J'ai besoin que quelqu'un me mette l'angle différemment parce que je suis trop proche du poème. Puis là, quand je le revois après, puis je fais t'as raison, voyons, j'ai adjectif. Là, j'ai 3 adjectifs. Je peux juste en trouver un bon, puis ça va être correct. Ouais. Là, fait que, mais ça prend du temps sur le coup. Il faut que je les écrive, ces 3 adjectifs-là. Mais il faut passer par là. Mais moi, je peux pas arriver par moi-même tout seul à juste un adjectif. Il y a comme une affaire où ce travail-là en équipe, pour moi, il est essentiel à mon écriture. Je ne peux pas faire ça autrement. Fait que le travail d'éditeur, je l'aime. Le travail avec la maison d'édition, avec l'équipe d'édition, pour moi, il est important. C'est ça qui fait que je suis l'autrice que je suis. Tout à l'heure, je t'ai fait réagir sur les puristes de la poésie. Puis je me permets de faire un petit détour sur ma pratique. Parce que cette année, au printemps 2021, j'ai publié 2 récits
aux accents poétiques. Fait que c'est pas des recueils traditionnels du tout. Le premier, c'est Combattre la nuit, une étoile à la fois pour les jeunes. Oui. Le deuxième, J'ai échappé mon cœur dans ta bouche pour un public adulte. Et dans les deux cas, je parle de réalité personnelle, je m'expose énormément. Puis tous les journalistes, sans exception, m'ont demandé à quel point je trouvais ça vertigineux d'être aussi vulnérable avec la terre entière ou des proches. Puis ma réponse était, moi, ce qui me fait peur, c'est pas de m'exposer autant, c'est de publier pour la première fois dans le giron poétique. J'ai peur d'être terriblement jugé. Parce que je trouve que le milieu de la poésie au Québec ou en général est fermé, difficile d'accès, très sévère. Est-ce que c'est juste dans ma tête ou c'est quelque chose que tu observes, que c'est très codé, puis ça, c'est de la poésie, ça, c'en est pas, ou lui, c'est notre ami, puis lui, ça l'est pas. C'est drôle parce que j'ai vraiment une relation pas si négative avec le milieu de la poésie, malgré que je suis rentrée, comme je te disais, par la porte en arrière. Par la porte du slam, qui aussi, quand le slam est arrivé, c'était pas bienvenu. Là. Je sais que... Malgré que c'est assez bizarre, parce que il y avait, à mon souvenir, quelques poètes déjà dans les scènes slam. Je me souviens que José Aclin a fait des scènes slam. Mathieu Arsenault a fait des scènes slam. Donc, au début, ça marchait un peu plus ensemble, puis après, ça s'est un petit peu séparé. Donc, j'ai pas, moi, senti d'animosité au départ, et parce que je m'inscrivais vraiment dans une pratique orale. Ouais. Donc, à partir de là, je crois que le milieu politique était comme... Ben, elle a fait de la performance orale, là, de ses poèmes sont sur scène. Mais c'est sûr que c'est un petit milieu. Puis souvent, quand on parle de petit milieu, on a l'impression que les gens, ben, comme ils se connaissent tous puis qu'ils travaillent tous ensemble, ben, c'est plus difficile d'accès. Mais je crois que ça va dans les deux sens, dans la mesure où peut-être que c'est un peu difficile, mais je crois que nous, de l'extérieur, on considère que c'est vraiment difficile, mais qu'ultimement, ça ne l'est pas. Si ton premier salon, tu es invité pour lire ton texte, tu vas être entouré de poètes qui vont lire des affaires. La prochaine chose que tu sais, tu es au bar avec eux, puis tu jases, puis c'est super gentil, puis tout le monde est content, puis il y a de l'amour, puis il y a de l'encouragement, puis les gens vont te parler de ton texte, puis tout ça. Donc, je pense que on a cette idée-là d'un milieu fermé, mais il est peut-être moins fermé qu'on le pense. Peut-être que j'imagine la brique et le fanal exact, plus alors qu'ils que, sont là. Oui, c'est ça. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont là depuis des années, puis il y a des gens qui viennent se plonger leur tête dans le milieu poétique une fois de temps en temps. Fait que c'est sûr que le rapport est différent, tu sais. Ouais. Moi, j'ai embarqué dans ce milieu-là assez rapidement parce que j'ai fréquenté les scènes de micro-verre. Mon conjoint est parti d'une maison de poésie, donc j'ai connu tous ces gens-là dès leur début, très tôt. Donc, c'est devenu des amis, des collègues. J'ai senti l'amour, j'ai senti C'est drôle parce l'intérêt. qu'il y a quelques jours, c'était le Salon du livre de Montréal, alors que Oui. tu étais toujours en Europe. Je sais, j'ai trouvé ça dur. Je pensais pas que j'allais trouver ça aussi dur, là. J'étais comme, mon Dieu! Puis pour la première fois, j'allais signer dans des maisons d'édition différentes, puis c'était des genres littéraires différents que j'ai publiés à chaque endroit. Puis je me suis comme inventé une expression, en plus du décathlonien artistique. Je suis un polyamoureux littéraire. Ah! Ça, j'aime ça. Ah, hein? Polyamoureuse artistique. Puis, penses-tu que, sans se concentrer juste sur la poésie, dans le milieu de la littérature en général, est-ce que c'est bien vu ou les gens aimeraient ça que tu restes dans leur gang au lieu que tu ailles vivoter un peu partout? Je pense que c'est plus le cas du tout, du tout. OK. Je pense que on n'est plus là. En tout cas, du moins dans notre génération. Là, on parlait de nos âges tout à l'heure. Nous avons 30 ans tous les deux. Exactement. Adèle et moi, même combat. Voilà. Donc, parce que j'ai vu son affiche en arrivant tantôt, là, J'ai comme envie Adèle de te demander 30. de chanter, mais bon. Nope! Someone like you. Non, OK. Non, en plus, je suis enrhumée. Tu sais, c'est super pour la balado. Je sais pas comment ça va sonner, mais... Ça sonne super Ça sonne bien. bien. OK, parfait. Ouais. Mais oui, non, je te dirais que
la génération au-dessous de nous, ça se pose même pas comme question. Je veux dire, je pense à des filles comme Daphné B, Maude Veilleux, Chloé Savoie-Bernard. Je veux dire, ça flirte avec l'essai, le roman, le recueil de poésie. Avec recueil de nouvelles. Oui, avec une désinvolture puis une facilité fascinante et nécessaire. Donc, pour moi, à partir de là, c'est ça. Ce que j'aime, c'est... Si la génération plus jeune fait ça avec grand plaisir, ben s'il y en a en haut qui sont plus stressés de ça, ben regarde. Qui vivent avec leurs angoisses. Qui vivent avec leurs angoisses, puis nous, on va avoir du plaisir entre nous. Donc non. Je pense que c'est vraiment... Même que c'est rendu que même les œuvres le sont... Je nommais Daphné B, mais je pense à ça, Maquillée, qui est comme un essai, mais en même temps un récit. Tu sais, il y a comme cette affaire-là où, même dans l'œuvre, les genres sont floués. J'ai échappé mon cœur dans ta bouche. C'est comme un roman, un récit, un recueil de poésie. Puis quand les gens nomment un ou l'autre, je suis comme... C'est cela. Bien, j'ai l'impression que bientôt, les prix, tout ça, là, va falloir que aussi ça s'adapte. Ça se décloisonne. Ça se décloisonne parce qu'il y a beaucoup d'œuvres que tu peux plus mettre dans un... tu sais, Là où je me terre de Caroline Dawson, roman, pour moi, c'était un récit poétique. Donc, pourquoi, là, Daria Colonna, même chose avec Voleuse, la voleuse, tu sais, il y a comme un truc où je fais, moi, je lis, puis c'est fluide. On revient à ce mot-là, mais oui, c'est ça. Fait que je pense que c'est important, cette idée-là, dans la littérature. Je crois que ça permet de la rendre aussi... Ça permet aux gens qui vont la lire avec un livre, toucher à plein de genres. Oui, puis apprivoiser tous ces genres. Toi, quand tu sais que tu dois écrire un texte que tu vas performer sur scène et un texte qui va être dans un recueil, comment ça influence ton écriture, ta posture de créatrice? Alors ça, je suis encore très puriste, si on pourrait dire. Finalement, le mot ça. Alors non, ce que je veux dire, c'est que puriste, c'est pas le bon mot. Je te dirais que j'aime encore garder ces deux univers séparés. Mm-hmm. Ben, c'est quand même drôle parce que là, tu m'as présenté comme Elkanah, mais il faut savoir que j'existe sous le nom de Queen K quand je fais de la performance poétique. Ce qui est très problématique maintenant parce que souvent les gens savent, OK, alors c'est-tu Queen K qu'on reçoit ou Elkanah? Puis là, je fais, si je dis le poème sur scène, c'est Queen K, sinon c'est Elkanah. Performer un poème. Bon, là, ça revient à ça. Mes deux recueils, je ne les ai jamais mis en scène. Mm-hmm. Donc, les seules fois où j'ai lu mes poèmes, c'est quand je suis invitée pour lire mes poèmes. Et je me fais un grand plaisir de ne pas apprendre mes poèmes de recueil par cœur. Je les lis. OK? Quand on m'invite, en tant qu'Elkanah Talby, pour lire des poèmes, j'ai mes feuilles, j'ai mon recueil et j'aime ça. Ça va rester de même. C'est clair. Voilà. Si on invite Queen K, c'est mes textes que je fais pour la performance, donc ça, mes spectacles avec mes musiciens. Ou sinon, c'est des textes que je vais avoir écrits, soit par exemple quand je fais les combats de mots à la radio ou quand on m'invite pour un autre événement où là, j'ai ça. Folle ouvrage avec Amélie Prévost, c'est un spectacle à 2 voix féminines. Donc là, ça, c'est Queen K. Mais pour moi, quand j'écris, ça reste que j'en suis consciente aussi. Surtout pour quand j'écris mes recueils. Pour tout le reste, on dirait que, tu sais, des fois, j'écris, je le sais que je vais le présenter, fait qu'on dirait que ça rentre automatiquement, tu sais, en mode j'écris, puis ça va être pour la radio. Mais comme tu n'es plus en mode compétition avec, entre autres, l'aspect de marteler certains morceaux du texte, en quoi c'est différent? Ben, je te dirais que je les apprends moins par cœur. Oui, mais est-ce que le texte lui-même, avant de te voir le performer, est-ce que sur papier, on peut voir la différence entre ce que tu vas ensuite performer puis ce qui va rester dans un recueil? Oui, tout à fait. Oui. Parce que ce qui est dans un recueil, on le voit tout de suite, c'est généralement beaucoup plus court. OK, ouais. Tu sais, aussitôt que c'est performé, c'est en général des textes de 2-3 minutes, fait que c'est déjà plus long. Ouais. Donc oui, on le voit. Tu sais, j'ai pas des poèmes qui ont été publiés qui font 2 pages. Mm-hmm. Il y en a pas. Mes poèmes sont courts. Ouais. Puis là, avec Pomme Grenade, je suis allée dans le très court. Dans l'économie de mots. Oui, mais on dirait que c'est ça. Il y a comme cet aspect-là que là, je faisais un truc où justement, je vais lire le poème pour un balado. Fait que là, c'est sûr que je l'écris, mais je l'écris en passant poème. Mm-hmm. Mais oui, il y a une différence. Oui, tout à fait. Et je crois que le spectacle Si je reste, c'était à l'hiver 2020. Oui, juste Chapelle. avant la COVID. C'est l'un des 2 derniers shows que j'ai vus avant que ça arrête. Toi,
Puis l'autre, c'était Mère-Carmen, Marie-Denise Pelletier, puis Oh, Joe wow! Bocan. Oh, wow! J'ai des J'adore! goûts éclectiques. J'aime ça, mais moi, j'aurais aimé aller voir ce show-là aussi. C'est malade. Ouais, c'est sûr. Puis j'ai vu quelques mois avant le show en duo avec Amélie Prévost. Oui! Puis dans les deux cas, c'était plein d'ingéniosité dans la mise en scène. Qu'est-ce que ça apporte, selon toi, de venir soutenir tes mots avec toutes ces idées-là? Ouais. Mais justement, moi, je vais te poser une question. Ouais. Est-ce que tu as vu une différence dans l'écriture entre Folle ouvrage et Si je reste? Je t'en pose une bonne, hein? T'as-tu senti, mettons, tu dis-tu, c'est encore du Queenca, ou là, tu fais, mon Dieu. Eh là là! Hein? Je vais prendre une gorgée d'eau pendant que tu réfléchis à ma question. Mais est-ce que ça se peut? Puis là, je vais avoir l'air de me sauver avec une réponse de politicien, mais j'ai l'impression qu'il y a une influence entre Amélie et toi. Pourtant, vous avez probablement écrit séparément pour ensuite créer quelque chose ensemble. Mm-hmm. Mais on dirait que ça vivait bien ensemble, ces textes-là, puis que pour ça, c'était des textes qui étaient différents de Ouais. ce que tu as fait seul avec tes musiciens. Tout à fait. Fait que ça, je l'ai senti. Puis, mais en termes de mise en scène, que ce soit l'éclairage, les accessoires, les déplacements, l'ordre des textes, c'est quoi ton fun à aller jouer là-dedans? Ah, j'adore ça. Ben, alors, c'est très bien, oui, parce que tu as raison, avec Folle ouvrage, on a quand même fait 2 résidences de création ensemble. Donc, c'est vrai que c'est vraiment... Il y a quelques textes qu'on n'avait pas écrits ensemble, mais tous les autres, on les a écrits pas ensemble nécessairement, mais en même temps. Puis en Donc, pensant un peu à en pensant à l'autre. ce qu'on voulait faire dans le spectacle. Ouais. Donc, ça, c'est clair. Ce qui est drôle quand tu parles d'éclairage, c'est que la conception d'éclairage de Folle ouvrage, c'est Catherine FP qui l'a faite. Et ma conception d'éclairage de Si je reste, c'est Catherine FP. Ah Donc, ouais? c'est la même conceptrice d'éclairage. Donc, le petit côté, peut-être, qui peut être présent, c'est pas la même metteur en scène. Moi, pour Si je reste, on a tout fait à 3. On avait un œil extérieur qui était Marie Brassard, qui est venue comme nous voir à quelques reprises, qui m'a aidé pour le texte aussi, qui m'a donné des notes dès les premiers jets de Si je reste. Mais Si je reste, on l'a vraiment construit à 3. Ouais. On a fait une résidence de création où mes musiciens improvisaient. Et pendant qu'eux improvisaient, moi, j'écrivais. Parce que moi, j'écris beaucoup en écoutant de la musique instrumentale. Donc là, on le fait dans le principe de création. Fait qu'eux jouaient, puis moi, j'écrivais, puis on enregistrait tout. Et là, le soir, eux commençaient à réfléchir sur ce qu'ils pourraient improviser le lendemain. Moi, le matin, parce qu'on n'avait pas le même horaire, moi, le matin, je me réveillais plus tôt et je relisais ce que j'avais écrit parce que tu peux pas improviser en écriture comme tu improvises en musique. Non. Donc là, je relisais ce que j'avais écrit en impro. Puis là, j'essayais d'en faire quelque chose d'un peu plus clair, mettons. Et là, on se retrouvait en après-midi et là, je leur lisais ce que j'avais fait. Ils réécoutaient ce qu'ils avaient fait comme impro, puis on essayait de voir si on pouvait amener ça à une prochaine étape un peu plus concis. Et là, on repartait après sur une nouvelle impro et on a fait ça pendant une dizaine de jours en résidence en Normandie. C'était vraiment très le fun. Oui, où j'avais fait la résidence de Folle ouvrage avec Amélie. Donc, Je suis jaloux. oui, non, je sais. C'est un lieu formidable qui s'appelle La Factory. Je vais faire une petite comparaison pour te relancer dans la même direction. Comme tu le sais peut-être, je produis et j'anime 2 types de cabarets. Un dans ma région natale, un à Montréal, qui est plus... C'est uniquement des plumes de la communauté LGBTQ+. Puis la mise en scène est très sobre. C'est vraiment... Tu sais, je présente chaque plume et chaque texte d'une fois à l'autre, mais l'éclairage est tout simple. Ça s'approche davantage du micro ouvert Oui. dans sa simplicité, mais... Les personnes ont été choisies, l'ordre de leur performance a aussi été réfléchi, mais ça s'arrête là. Toi, tu fais 10 étapes de plus pour créer un univers. Qu'est-ce que ça offre aux spectateurs et spectatrices, tout ça? Ben, parce que pour moi, c'est c'est pas ben, en tout cas, surtout pour Si je reste, c'était pas une suite de textes. Ça a été vraiment... pour moi, c'est une œuvre. C'est un tout. C'est un tout, là. C'est une œuvre artistique. La preuve, je n'ai jamais lu de texte de Si je reste en dehors de ce spectacle-là que j'ai fait. Tout a été réfléchi. Puis surtout celui-là, on l'a travaillé les 3 ensemble. On a créé la musique et le texte ensemble tout le long. Ouais. Fait que pour moi, c'est un objet je dis théâtral, un objet scénique, poétique, complet. Où c'est une expérience. On rentre, ça commence, ça finit. Ça se sépare pas. On en a fait après même un film poétique. Donc, on a poussé l'expérience à l'image
avec des artistes visuels qui ont pris l'audio de ce spectacle-là et en ont fait des images. Est-ce qu'on peut encore le voir? Oui, il faut que je le mette sur mon site. Là. Ça fait partie des affaires dans ma to-do list. Là, mais il a fait quelques 2022. festivals. Oui, il a fait quelques festivals. On l'a présenté dans quelques événements, dont le Fil l'année d'après. Donc, dans la même année, en septembre 2020, on a présenté la première au Fil. Et donc, c'est une expérience complètement éclatée parce que tu regardes les images, mais il y a le texte qui apparaît et tu entends la musique et ma voix en même temps. Fait que c'est un film poétique. Mm-hmm. Donc, ça, pour moi, c'est des projets et des expériences que je veux amener au public qui sont essentielles, que je fais via le véhicule qui est Queenca, Ouais. sans compromis. Tu sais, je sais que je pourrais faire des affaires plus simples, puis plus accessibles, puis qui me permettraient peut-être d'être plus Mainstream. Je le sais. Je sais que je suis capable de le faire. C'est pas ça la question. La question est que, pour moi, j'ai un plaisir incroyable à avoir cette liberté de création puis de proposer des choses très champ gauche. Puis, tu sais, champ gauche du champ gauche. Fait que c'est champ gauche musicalement, mais c'est champ gauche poétiquement, mais en même temps, ça l'est pas tant parce que ça reste... C'est pas inaccessible hermétique. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que c'est comme une petite bébite là, sur laquelle j'aime flirter puis j'aime jouer. Là, cette espèce de... T'es juste pas invité à Bonsoir, bonsoir. Non, mais je suis une femme. Fait Puis... que... Non, c'est une joke. C'est une joke. C'est vraiment une très Puis mauvaise les deux blague. mondes sont tout aussi intéressants. C'est Oui, juste que ce que j'entends, c'est que c'est plus celui-là dans lequel tu as envie d'évoluer. Ben, c'est que je me permets d'avoir... Tu sais, je touche à d'autres choses. Je veux dire, je fais des poèmes qui sont quand même à la radio, qui semblent très accessibles. Je suis pas contre le mainstream, c'est pas ça du tout. Mais c'est que je me sers de ce projet-là vraiment pour me permettre d'explorer des choses vers lesquelles je me mets pas de contraintes. Je me dis pas, tu sais... je vais essayer de faire en sorte que ça soit plus accessible. Ou, c'est pas ça mon véhicule principal de réussite parce que je fais plein d'affaires. Fait que, au moins, ça, je le sais que quand je fais ces shows-là, ben, je peux me permettre d'aller dans des zones que moi me font plaisir puis me font du bien. Puis j'espère que le public va embarquer là-dedans. T'sais. Et dans ce plein d'affaires que tu fais, il y a les deux recueils dont on a parlé, on a évoqué un peu plus tôt. Dans Moi, Figuier sous la neige, tu évoquais la transplantation de ta famille tunisienne en terre québécoise. Dans Pomme Grenade, tu allais plus vers l'intime par rapport au corps, l'identité à travers le désir. Mm-hmm. Je comprends qu'on écrit à partir de soi, de son bagage, de ses réalités, mais quand on écrit, entre autres, sur une réalité culturelle, est-ce que ça vient avec une responsabilité de représentation? Ah, c'est bon. Avant de répondre à cette question-là, je vais faire une parenthèse. Ouais. Parce que je me suis réalisée, j'ai été invitée à Bonsoir, bonsoir. J'ai parlé de mon recueil à la fin de l'émission cet été. Donc, voilà. Ceci étant dit, j'ai comme allumé après. Je me suis dit, Cana, t'es allée. J'étais dans ma cour, puis c'était en vidéo. Là, mais Oui, quand même. Voilà. Parenthèse. Alors, on revient à la question de la représentation. Question $1 million. Voilà, vraiment, hein? Ben oui. Et je te mentirais si je te disais que c'était pas réfléchi avant même la première ligne écrite de ce recueil-là. Ah non. Moi, j'écris les recueils que j'aurais voulu lire. Ado. Disons-le. C'est ça que je fais. Moi, Figuier, c'est ça. Puis Pomme Grenade, c'est ça. Moi, le premier recueil où j'ai senti une forme de représentativité, c'est Wanessa Younsi, Prendre langue. Ouais. Elle est, si je me souviens bien, d'origine algérienne. Donc, c'est une maghrébine qui est psychiatre et qui a écrit de la poésie. Et donc, c'est son premier recueil. Et je me souviens, j'ai lu ce recueil-là et il y avait des référents par rapport à mon identité auxquels j'avais jamais été mise confrontée ou mise en contact par une autrice qui était québécoise aussi. Ouais. Parce que oui, j'avais pu lire de la poésie maghrébine ou arabe, ou ça, c'est possible d'en trouver partout. Mais puis je me souviens, je pense que j'avais... Mais la biculturalité. Ouais, c'est ça. Et donc, je m'étais ressentie représentée. Fait que, tu peux penser au fait qu'il y a bien des personnes qui vont se voir et s'entendre dans tes mots. Oui. Mais est-ce que tu as l'impression que tu représentes les Québéco-Tunisiens? Ben non, je représente personne à part ma personne. Ce que j'essaie de faire, c'est refléter cette identité-là pour que des gens qui se questionnent sur leur identité se sentent exister parce qu'ils vont lire sur ça. Mais ultimement, ceux qui n'ont pas la même identité que moi se retrouvent aussi dans ce que j'écris. Oui. Mais c'est juste que, tu sais, quand
quand j'ai rencontré les jeunes dans les écoles, puis toi, tu vas comprendre la même chose avec ce que tu écris, puis qu'ils font « Oh mon Dieu, pour une fois, j'avais l'impression que quelqu'un comprenait ce que je vivais. » Bien, pour moi, ça fait partie de quelque chose qui est important de faire, de transmettre. Puis j'ai un grand, grand, grand désir de transmission via l'écriture qui, moi, j'ai besoin de sentir que ce que je fais s'inscrit au-delà de ma personne, puis que ça va... Tu sais, ça touche un jeune qui fait « Aïe, aïe, OK, moi aussi, ça me parle, ce poème-là. » Je te pose la question qui est un peu particulière parce que Kim Thuy m'a déjà dit qu'elle s'est fait reprocher par bien des membres de la communauté vietnamienne de Montréal ou du Québec d'être un mauvais exemple à cause d'un laisser-aller, de la façon dont elle connectait avec ses émotions, etc., que ça représentait mal leur communauté. Est-ce qu'on t'a déjà reproché ce que tu dis ou comment tu es dans les médias, dans la sphère publique? Par la communauté Que ce tunisienne? soit tunisienne ou maghrébine? Non. Non? Non, puis honnêtement, je m'en contre-calisse, là. C'est un bon mot québécois. Je m'en tabarnak avec mon mari. Non, honnêtement, non. Ben, c'est parce que, ça revient à ce que je te disais un petit peu plus tôt. Mon but n'est pas de représenter, mais de présenter mon identité qui, elle, est biculturelle, triculturelle, multiculturelle à la limite, parce que je suis d'origine, en plus, je suis berbère, donc amazigh. Fait qu'il y a ça aussi qui est présent. Je suis unique. Il y a personne qui a le même vécu que moi. Donc, oui, les gens peuvent reconnaître des choses en moi, mais ils ne peuvent pas s'identifier à 100% à moi parce qu'ils n'ont pas le même cheminement et la même vie que moi. Mais je trouve que c'est important que je mette cette voix-là dans... Ultimement, ce qui serait génial, c'est qu'il y a plein d'autres personnes qui fassent la même chose pour que les gens... C'est pas normal que les gens de la communauté demandent à Kim Thuy de représenter les Vietnamiens à Montréal. Je veux dire, c'est Kim Thuy, elle a son parcours à elle. L'idée, c'est que si on est déjà présent... Moi, en faisant ces livres-là, bien, à la limite, les gens qui le lisent font « Ah, mon Dieu, c'est possible d'écrire des poèmes qui parlent de notre identité culturelle qui peut être différente. J'ai envie d'écrire des poèmes. Cette personne-là me dit que c'est possible, je vais faire ça. » Ou quelqu'un qui fait « Hey, c'est pas ça la réalité tunisienne, je vais écrire là-dessus. » Ben, grand bien t'en fasses. Ben oui. Si le fait que tu lis mon recueil te dit « Elle n'a pas compris c'est quoi être tunisienne à Montréal, puis je vais écrire un recueil », ben tant mieux. Ça aurait servi à ce que tu écrives le recueil qui n'a pas été encore écrit. Qui montre ta perspective. Exactement. On enregistre en décembre 2021. Ça va être diffusé au tout début janvier 2022. Fait que si je te demande quelle place les plumes non blanches occupent dans la littérature québécoise à cette étape du monde, tu dirais quoi? Mon Dieu, que ça sonnait pompeux. C'était pas prévu de même. Tu penses qu'en un mois, ça va être différent de quand on enregistre? J'adore quand ça va être diffusé en janvier 22. Mais c'est parce que ma question, c'est en 2022, on en est où? Ah! Aujourd'hui, on en est où? On en est où? Ah, ça, c'est une question qui... Tricky ou tanné qu'on te la pose? Non, c'est que... Non, mais on me la pose pas autant qu'on m'a posé la question comme la présence de la diversité dans la télé puis dans la scène au Québec. Là. On me contacte beaucoup pour me poser cette question-là. On me contacte moi pour me poser celle par rapport à la littérature. Donc, et pour moi, c'est des milieux qui sont tous différents et qui évoluent à des rythmes vraiment différents. Je crois que... le milieu de la littérature... OK, je vais essayer de développer cette réponse en ayant l'humilité de dire que je la réfléchis en même temps que je la développe avec toi. Tu vas voir ce que je veux dire. Moi, j'ai publié « À mémoire d'Encrier ». Quand j'ai écrit ce recueil, je savais que je voulais le publier à mémoire d'Encrier. Je ne l'ai envoyé qu'à mémoire d'Encrier. Parce que pour moi... il n'y avait aucune autre maison d'édition qui pouvait répondre aux besoins que j'avais que ce recueil-là existe. En soi, qu'il y ait une maison d'édition qui existe pour que je puisse envoyer mon recueil chez eux, c'est grandiose. Qu'il n'y ait aucune maison d'édition qui publie des voix comme mon recueil, à part Mémoire d'Encrier, c'est peut-être aussi un problème. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il est là la petite affaire un petit peu tricky
pour bon, utiliser un mot en anglais, là où le bas blesse, c'est que ce que Mémoire d'Encrier a fait pour notre milieu depuis plusieurs années est incroyable parce qu'il a permis à des artistes, et Mémoire d'Encrier déborde du Québec. Là. C'est vraiment une maison d'édition qui publie des voix de la diversité, mais en dehors du Québec, donc de la francophonie at large. Donc vraiment, cette idée-là qu'on entende les voix venues d'ailleurs et de l'ailleurs d'ici est essentiel, important. Ensuite, et pas seulement les voix d'ailleurs, mais les voix autochtones des différentes communautés à travers le pays. Donc, ça, c'est vraiment, 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 vraiment important. Là où j'ai un problème, c'est tout le reste. Et je me dis, est-ce que c'est parce que nous-mêmes, comme moi, j'ai pris pour... Est-ce que moi, je fais pas partie du problème? Pourquoi mon recueil, je l'ai pas envoyé ailleurs, mon premier? Peut-être que tu sentais pas qui allait être accueilli comme il devait l'être et comme il l'a été chez Mémoire d'Encrier. C'est ça. Mais est-ce que ça fait pas partie du problème, que moi, je sente pas que je puisse l'envoyer ailleurs? Est-ce que c'est la faute des maisons d'édition ou c'est la faute de tous les écrivaines comme moi qui se disent « je vais aller chez Mémoire d'Encrier » parce que c'est eux qui comprennent cette réalité-là? C'est ça, mais en même temps, il y a un cercle vicieux là-dedans parce que là, comment ça se fait que je peux pas penser que mon recueil aurait pu aller ailleurs? Est-ce que les maisons d'édition ont tellement une couleur propre à eux qu'il faut que tu écrives... T'sais, je comprends l'idée qu'on va publier. Chaque maison a son identité ou sa façon où on fait... Mais je fais... Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas dangereux parce qu'on crée justement ces des silos. Ces silos. Puis tu sais, là, je vais même pas faire l'avocat du diable, mais j'entends des gens, parce que je fais partie d'une marginalité d'orientation sexuelle, puis il y a beaucoup de réflexions par rapport à ça dans ma marginalité. Quand on essaie de critiquer l'état des choses, on va toujours nous dire des oui mais, nous montrer des exceptions. Ouais. On va nous dire, Dany Laferrière est publié chez Boréal, Kim Thuy est publié chez Libre Expression, il y a Abla Farouf, il y a Ying Chen, mettons chez Le Méac. Donc, pourquoi vous vous êtes pas senti à l'aise d'aller publier, présenter vos manuscrits-là? Mais ce sont justement des exceptions. Ouais. J'ai l'impression que les éditeurs généralistes qui ne sont pas Mémoire d'Encrier pourraient travailler davantage pour se rapprocher des communautés culturelles. Oui, puis en plus, l'autonomie des noms qui vendent des livres de façon exceptionnelle. Ouais. On s'entend que moi, Elkana Talbi, qui envoie son premier recueil de poésie, je veux dire, je ne l'aurais pas envoyé à Boréal. Là. De toute façon, ils ne publient pas de poésie, Boréal. Où j'aurais... Il y a une affaire à un moment donné où je fais... parce que je me questionne, mais je me dis, est-ce que même moi, j'ai été prise par cette affaire-là de faire... Je l'envoie pas ailleurs. T'sais, on m'a dit, pourquoi tu l'as pas envoyé ailleurs? Je fais, il allait pas ailleurs, il allait chez Mémoire d'Encrier. Mais est-ce que les autres éditeurs ne démontrent pas assez d'intérêt envers une pluralité de voix pour que ces voix s'imaginent être reçues chez ces éditeurs? Peut-être. C'est pour ça que je te disais, je formule mon idée en la réfléchissant avec toi, parce que vraiment, je veux qu'on comprenne, là, pour ceux qui vont écouter le balado, là, ou la balado, à chaque fois. Balado. Le balado, la balado-diffusion. Oui, voilà. C'est bizarre de même. Je sais. OK, c'est ça, comme ça, je m'en rappelle. Donc, le balado, de comprendre que je réfléchis à cette question-là. Ce que je veux comprendre pourquoi, parce que c'est cette réalité-là. Parce que, sincèrement, dans le milieu poétique, j'essaie de voir qui est issu de la diversité et publié ailleurs qu'à Mémoire d'Encrier. À part Chloé Savoie-Bernard, vite de même, là. Ouais. Je fais... On n'a pas de temps, là. On n'est pas... On jase, on réfléchit live. Est-ce qu'il n'y a pas un manque aussi d'éditeurs issus de la diversité culturelle? C'est tout le temps cette idée-là que si on sent que la personne qui est en charge comprend notre réalité, on va avoir tendance à avoir envie d'envoyer ça. Mais je sais pas, je me questionne parce que je fais... Tu sais... Mettons, là, pourquoi je ne l'envoie pas à Loi de Cravant? T'sais? Pourquoi ça passe pas mon esprit de faire... Oui, mon recueil à Loi de Cravant. Est-ce qu'il faut que j'écrive un recueil qui soit dénudé d'identité pour me sentir assez à l'aise pour l'envoyer dans toutes les maisons d'édition, autres que Mémoire d'Encrier? Est-ce que je suis prise à n'écrire que sur mon identité pour justifier ma publication? C'est toutes des questions que je me pose. C'est de faire...
est-ce que c'est ce que je veux faire? Est-ce que je me remets pas dans un petit, dans un coin? Un ghetto. Un ghetto. Mais en même temps, moi, comme j'écris sur plein de choses, parce que j'ai plein de formes d'écriture, tout ce que j'écris sur Queenka, tous mes spectacles de Queenka ne parlent pas d'identité. Zéro. Donc, c'est pas quelque chose dans mon écriture qui est central et primordial et unique. T'es pas restreinte à ça. Non, c'est ça. Mais là, moi, j'ai trouvé ma maison. Mais avant de te poser l'autre question, $1 demi-million, je partageais une réflexion, le fait de faire plus de place aux communautés culturelles, aux Autochtones, aux minorités sexuelles, pluralité de genre, etc. Tout ça, c'est dans l'air du temps. Et il y a des éditeurs qui voient un potentiel commercial. Ils voient du cash à faire avec des personnes issues des minorités, des communautés culturelles. Est-ce que tu sens qu'il y a bien des éditeurs qui veulent faire un check dans leur demande de subvention en publiant autre chose que des blancs straight, ou tu sens qu'il y en a de plus en plus qui s'ouvrent réellement à nos voix? On n'a pas les mêmes voix, mais à nos voix de minorités diverses. Ça, pour moi, ça revient à ce que j'ai déjà mentionné par rapport au milieu du cinéma, du théâtre, puis de la télé. Pour moi, il y a toujours des gens qui vont faire le travail par intérêt opportuniste, commercial et bien paraître. Ouais. Moi, j'ai pas de problème avec ça parce que ça les oblige à faire quelque chose qu'ils feraient pas autrement. C'est des gens qui ne veulent pas faire l'effort. Et que là, parce qu'on leur tape sur les doigts en disant « t'auras pas d'argent », ce que ça fait, ça fait qu'en mettant ces gens-là, qui au départ n'avaient pas envie de le faire de façon réelle d'intérêt, ils se retrouvent quand même à nous faire rentrer chez eux. Puis nous autres, quand on rentre quelque part après, on bouge la place. Fait que ça me dérange pas parce que au début, c'est peut-être parti d'une mauvaise intention. Pas d'une mauvaise intention, mais d'une intention mercantile. Et maladroite. Et maladroite. Mais ils n'ont pas le choix de les entendre, nos voix, puis de les éditer. T'sais. Fait qu'ils vont être confrontés à nos réalités. Après, si ça leur fait faire la pièce, sur le coup, ils vont peut-être être bien contents, mais ultimement, nous, on va avoir enfin un tremplin où on va être entendus. Il y a des gens qui vont se sentir enfin écoutés et avoir une forme de visibilité. Ouais. Et ensuite de ça, les gens qui vont partir d'une vraie bonne intention vont aussi émerger parce que ça va être de plus en plus présent. Fait que j'ai l'impression que des fois, il faut passer par la méthode un peu plate de se dire « je sens le tokenisme Ouais. ». Tu sais, moi aussi, des fois, je le sais que c'est pour ça que tu m'appelles. Je le sais. Je regarde qui t'a invité, puis je fais « il te manquait une femme puis une personne racisée, puis ça tombe bien, je suis les deux ». Fait que je le sais. Après, c'est qu'est-ce que moi je fais avec cette opportunité-là, puis comment je te fais comprendre que dans le fond, ce que tu pensais être un bon petit coup, puis c'est réglé, non, je vais te brasser les idées, puis ça va... Mais il y a aussi sûr. des éditeurs qui vont faire un comité sur comment diversifier les voix en invitant aucun éditeur issu de la diversité. Ben oui, mais ça, c'est sûr, c'est exact. Ben oui. Ben c'est dans la dernière année que ça s'est produit. Oui, mais ça, c'est un classique dans tous les milieux de faire, on va parler de diversité, puis il n'y a personne, c'est juste des hommes blancs de 50 ans autour d'une table, puis qui font comment qu'on fait, on sait pas son où, puis là, t'es comme, ou on va parler d'égalité, puis il n'y a pas de femmes, il y en a une. Mais ça, c'est un grand classique. Ouais. Mais comme je te dis, il faut rentrer pour shaker les colonnes du temple. Exactement. Mais ça prend du temps avant de rentrer. Puis quand on rentre, puis qu'on est en minorité aussi, c'est compliqué. Parce que moi, je me suis retrouvée sur des affaires où je disais des choses, puis là, je fais « Mon Dieu, ils ont tellement dit telle affaire, on va prendre telle personne parce qu'on va checker deux affaires en même temps, puis on va avoir notre subvention. » Puis là, tu fais « Viens-tu vraiment dire ça devant moi, là? » Ou si t'es toute seule qui représente une minorité ou une communauté dans une majorité qui est autre, on est moins entendu. Puis on a aussi la pression de représenter notre gang. Oui, puis représenter les autres gangs. Mettons, là, on va... Ah, mais là, toi, Elkana, qu'est-ce que t'en penses si on parle de personne au niveau des cultures afro-américaines? Puis je fais... T'es pas afro-descendante. Je suis afro-descendante. Là. La réalité de la communauté noire canadienne, voyons. Pourquoi tu... OK, parce que moi, je suis là, maintenant, tu te sens assez à l'aise pour pouvoir... T'es légitime. T'es légitime. Je légitimise... Bien, on a le canard, c'est correct. Ça, c'est sûr, mais je pense que il faut malheureusement passer par là, puis il faut aussi passer par le fait qu'il y a des gens qui vont faire « Ah, ben oui, elle est là parce que... » Puis « Ah, ben oui, elle n'est pas si bonne que ça, mais parce qu'elle est là. Ça, je le sais, ça... c'est sûr, sauf que ça fait quand même en sorte qu'on entend ces histoires-là, parce que là, j'en parle vraiment plus par rapport au théâtre, bien, ça fait que c'est des pièces qu'on entend qu'on n'aurait pas entendu s'il n'y avait pas eu ce forçage-là, de tordage de bras, de dire, bien, pour avoir tes sous,
il va falloir que tu aies quelqu'un issu de la diversité puis quelqu'un de la communauté autochtone. Fait que fouille. Fait que travail. Au début, ça va être la même personne, parce que, évidemment, c'est ça qui arrive. Ouais. Donc, tu sais, à un moment donné, Natacha a fait non, je suis tannée. Faut que je Trouver dorme. quelqu'un d'autre. Oui, exactement. Puis là, ben, les gens font un effort, puis font, ben, il y a peut-être d'autres mondes, puis là, ils commencent à creuser. Puis aussi, nous, il y a un devoir. Moi, je le fais beaucoup, là. Mettons, quand quelqu'un me contacte, je fais, je suis pas disponible, mais voici des noms. Je donne des noms de femmes issues de la diversité, des communautés autochtones. Je donne des noms, parce que je le sais que souvent, ça part pas d'une mauvaise intention. C'est juste qu'ils font, ah, faut que je trouve quelqu'un. Ah, elle est partout. OK, j'apprends. Puis là, si moi, j'ai dit non, je peux pas, puis que je donne pas de. Là, elle fait, ben, j'ai essayé. Puis là, après, quand quelqu'un fait, ouais, c'est pas mal blanc, ben, j'ai essayé, mais ils sont pas disponibles. Alors, c'est de mon devoir de faire. Non, moi, je suis pas disponible. Mais est-ce que tu savais que nous sommes plusieurs? Et voici plein d'autres artistes. Et souvent, je reçois des retours de gens qui m'écrivent après puis me disent, mon Dieu, merci, je connaissais pas tel artiste, c'est donc bien bon ce qu'elle fait. On l'a pris. Puis ces artistes-là, après, m'écrivent, hey, merci. Puis, tu sais, on a aussi un devoir d'amener la communauté avec nous, tu sais. Puis je pense que ça aussi, c'est différent. On a été pendant longtemps tellement ostracisés puis mis dans un coin que quand un d'entre nous pouvait enfin sortir du lot, ben il y en a beaucoup qui sont sortis en laissant tout le monde derrière, en disant « Hey, moi, j'ai réussi! » Fait que... Je vais prendre toute la tarte. Oui, parce que j'ai tellement faim que j'ai 10 ans de famine à remplir. Fait que là, vous autres, j'ai faim. Alors que là, je crois que tout le monde fait OK, non, là, venez-vous en la gang. Puis comme le milieu a plus besoin de juste une personne, mais plus, bien là, comme je prends pour les théâtres, tous les théâtres ont besoin d'avoir des shows avec des communautés, bien là, il faut qu'on nourrisse la machine. Et là, je crois que la communauté fait, bien là, on tend la main aux autres, puis on en amène les autres. On se réfère. On se réfère entre nous, puis on fait, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as besoin? OK, tel genre de voix, OK, bien regarde, tac, 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 telle personne, je te réfère tel nom. Puis là, ces gens-là, puis c'est con, mais tu sais, souvent, on se disait, les gens n'ont pas d'expérience, ils sont moins bons, ils sont si... Moi, je suis désolée, mais t'es bon aussi de la dernière gig que t'as faite. T'sais, plus t'écris, mieux, meilleur tu vas être. Plus on t'invite à faire des événements, meilleur tu vas être. Fait que c'est l'expérience. Donc, si moi, je suis capable de permettre à quelqu'un qui sort, qui commence à écrire, qui commence à être une autrice, à tout de suite prendre les marches les plus hautes, ben, elle va arriver plus rapidement à se professionnaliser puis à être exceptionnelle. Puis là, on va l'appeler, puis on va la... J'ai pas besoin qu'elle vive les longues étapes que j'ai vécues. C'est pas ça. Le chemin de croix. Le chemin de croix, j'ai pas besoin de faire vivre le chemin de croix à qui que ce soit. Si je peux tendre la main à quelqu'un puis faire « Oui, OK, Radio-Canada maintenant? OK, go. Vas-y, fais-les. T'as pas besoin là, de... » Parce que c'est comme ça qu'on grandit comme artiste. Puis c'est comme ça aussi qu'on permet à la communauté, à tous les membres de cette communauté-là, d'avoir leur voix qui n'est pas la même que la nôtre. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas parce que moi, tu m'invites que tu as réglé la voix de la femme arabe. Là, non. Fait que je vais t'en donner 4 autres. Puis tu vas voir, en regardant le travail de ces 4 autres femmes-là, qu'on dit pas la même chose, qu'on n'est pas la même artiste. Il y en aurait 20 autres qui diraient autre chose. Exactement. Et c'est là que c'est incroyable. Et souvent, les gens ont juste besoin qu'on les force à s'ouvrir les yeux. Et c'est là qu'ils font « Ah, mon Dieu, il y avait tout ça autour, puis on l'avait jamais vu. » Tu as fait un clin d'œil au théâtre à quelques reprises dans la dernière minute. Tu reviens du théâtre de la Colline en France pour présenter Les filles du Saint-Laurent. C'est une pièce écrite par Annick Lefebvre, Rebecca Desraspe. C'est une pièce de Rebecca Desraspe en collaboration avec Annick Lefebvre. Merci de la précision. Il n'y a pas de problème. Ça te fait quoi de porter la parole québécoise en France? Ah, c'était incroyable. C'est mis en scène par Alexia Burgère, donc projet à 99% féminin. Le casting est 9 femmes, 1 homme. Et donc, c'est incroyable. C'est vraiment... c'est assez touchant de voir, en tout cas au théâtre, l'accueil qu'on a eu pour cette pièce-là, le désir, le goût, la faim pour notre langue, pour notre théâtre. Je sentais vraiment que les gens dans la salle étaient... On n'est plus dans la folklorisation de notre théâtre. Là, il y a vraiment une réelle envie d'entendre ce qu'on fait comme théâtre contemporain. La pièce de Rebecca, c'est ça. C'est très contemporain comme œuvre. Et donc, d'avoir la possibilité de la faire entendre à l'étranger comme ça, c'est incroyable. Puis c'est aussi assez exceptionnel et rare d'aller jouer une
pièce de théâtre pour la première fois en France avant de la jouer au Québec, parce qu'elle va être jouée... Ben, quand le balado va être diffusé, on va être à quelques jours, je crois, de notre première Au au théâtre théâtre d'aujourd'hui. d'aujourd'hui. Ouais. Fait que je vais pouvoir aller la Tu vas voir. pouvoir venir voir les filles du Saint-Laurent. Puis, ton rapport aux mots des autres, qu'est-ce que c'est? Parce que tu en écris tellement qui émergent de ton cœur. Fait Oui. que quand tu viens jouer ceux des autres, c'est quoi la différence comme Oui. plaisir? Ah, ben, là, c'est l'interprète qui prend son pied complètement, où là, il y a comme une partie de mon cerveau qui s'éteint. Là, l'autrice Tu prend sais le pas, bar. je l'aurais pas écrit comme ça. Non, 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 non. Je vais vraiment, je me mets vraiment au service des mots. Au contraire, j'ai cette sensibilité-là de savoir tout ce que ça demande d'amour et d'investissement et de vulnérabilité d'écrire. Fait que je me considère, en tout cas, j'espère être une interprète qui a un respect puis un amour pour les mots que je porte qui sont pas les miens. Au contraire, tu sais, j'essaie de leur être le plus humblement du monde, les mettre de l'avant, tu sais, qu'on les entende, qu'on les aime, qu'on les comprenne et qu'on leur laisse la place qu'ils ont à avoir. Donc oui, non, j'adore ça. Ça vient réveiller complètement autre chose chez moi. Alors, Elkana, j'invite les gens à aller voir Les Filles du Saint-Laurent au théâtre d'aujourd'hui, à suivre la page Facebook Comme un livre ouvert balado, Oui. le Spotify Comme un livre ouvert balado, le compte de Samuel Larochelle sur YouTube. Et je te dis merci beaucoup. Ben merci à toi. C'était un plaisir.